Christophe Onodibio, nous vous recevons à la Galerne où vous revenez pour rencontrer vos lecteurs et parler de Plongée qui vient d'être récompensé du Grand Prix du roman de l'Académie française. Alors Plongée est un roman sur l'amour, sur le corps, sur la nature. C'est aussi un roman sur le désir de paternité et le besoin de transmettre, je crois. Oui, c'est absolument essentiel pour moi. En fait, le livre a été écrit à un moment où ma vie prenait un autre tour. Effectivement, j'étais devenu papa et c'est une question qui me taraude depuis très longtemps en fait, parce que je suis un garçon qui suis assez ancré. J'aime beaucoup mon époque, j'aime beaucoup l'électricité de l'époque, la rapidité de l'époque, mais j'aime beaucoup aussi le passé, j'aime beaucoup l'idée de continuité. Je trouve qu'on est tous le produit d'une histoire, le produit de certains livres qu'on a pu lire, le produit d'un passé riche ou moins riche. Et la question que je me pose aujourd'hui, et que se pose le narrateur, c'est qu'est-ce que je veux transmettre de ma vie. Et c'est vrai, quand on a un enfant, ce qui est le cas du narrateur, on se demande qu'est-ce que je veux transmettre à un petit être qui vient de naître, quelles sont les choses que je veux lui apporter, les choses auxquelles j'aimerais qu'il s'attache, essayer de lui montrer un peu quel peut être le chemin entre ce qui relève du superficiel et ce qui relève de la profondeur. C'est pour ça aussi que ça s'appelle Plongée. On plonge dans l'histoire d'une femme, dans l'histoire d'un couple, mais on plonge évidemment dans l'époque, on plonge dans l'Europe, on plonge sous l'eau, mais on plonge surtout dans ce qui est, pour eux en tout cas, essentiel, et dans ce qui ne l'est pas. Et l'une des choses qui est essentielle, que le narrateur essaie de transmettre, c'est l'amour qu'il a porté à sa mère et dont il veut absolument qu'il ait le texte, qu'il ait l'histoire complète. Alors on retrouve dans Plongée le personnage de César, comme dans Birman, qui avait d'ailleurs eu le prix Interallié, j'en profite pour le souligner, mais on peut dire que le personnage a mûri. Ah oui, en fait moi je sais pas si c'est le même. C'est vrai que j'ai donné le même prénom au narrateur à chaque fois, au héros, mais je sais pas du tout si c'est le même. Il s'appelle César parce que César c'est un nom d'empereur, c'est un nom de héros. Or ce sont des personnages qui doutent, qui n'ont pas grand chose d'impérial, comme aujourd'hui tout le monde. Ce sont des gens qui ont du mal à franchir le Rubicon. Le César de Birman, c'était un César qui voulait décrocher une interview, l'interview d'un grand trafiquant d'opium qui le faisait rêver, et au fond il n'osait pas. Il était poussé d'ailleurs par une femme qui lui disait mais quand même, allez, lance-toi, tu rêves de faire ça, et un peu de courage, supprime la peur qui est en toi et fonce. Et là, ce César-là, il a vécu un certain nombre de choses. Alors lui, il a franchi le Rubicon, il a énormément voyagé, il a vu toute la beauté du monde, mais aussi toute son horreur. Il a vu des choses, notamment le tsunami, où il a dû couvrir, comme on dit dans le journalisme, une séquence assez désagréable, atroce de sa vie. Et il est lassé de l'exotisme. Il n'a plus du tout le fantasme de l'exotisme, et il pense qu'on est bien en Europe. Qu'en fait, en Europe, on a finalement suffisamment de choses pour vivre une vie épanouie. C'est quelqu'un qui est absolument fasciné par les œuvres d'art, par les musées, par l'Europe des littoraux, des plages, de l'architecture, et qui malheureusement tombe sur une femme qui, elle, étouffe en Europe. Donc il porte le nom de César, il va être contraint à nouveau de franchir ce Rubicon dont je parlais, donc de quitter l'Europe qu'il s'était juré de ne plus quitter pour aller enquêter sur la disparition de cette femme. Alors vous l'avez dit, il y a le personnage central de Paz, qui a avec César une vision très très différente de la société. C'est un personnage radical pour le moins, qui étouffe, vous l'avez dit également, et qui vous permet dans le roman Plongée de développer les thèmes de l'art, très présents, de l'eau, mais qui vous permet aussi de poser sur le monde contemporain, j'allais dire, un regard assez noir. Assez noir, je sais pas pourquoi noir. Je sais pas, je vous trouve assez pessimiste en l'occurrence. Non, il est lucide, lui. C'est-à-dire qu'il y a deux, effectivement, c'était ce que je voulais, c'était raconter, puisque j'en reviens à votre première question sur la transmission. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? C'est l'amour, le sentiment amoureux. Je pense qu'au terme d'une vie, quand cette vie s'achève, on pense à quoi? On pense peut-être à certains moments vécus avec la femme ou l'homme qu'on a aimé, en tout cas avec ces êtres qui vous ont accompagné, qui vous ont permis de décupler votre vie en partageant un certain nombre de moments, des choses parfois infimes, très physiques, très, très simples parfois. Et en fait, dans cette histoire d'amour, évidemment, souvent, c'est une histoire d'amour qui commence par un quiproquo, et c'est une histoire d'amour qui
qui a lieu, qui se produit entre deux êtres qui ont beaucoup de points communs mais qui n'ont pas grand-chose à voir. Et je suis fasciné par l'histoire, le mythe d'Orphée. C'est vrai que je parlais de la mythologie. Orphée dans l'Antiquité, qui reçoit des dieux la permission d'aller retrouver au royaume des morts celle qu'il a aimée, Eurydice, pour essayer de la faire surgir du royaume des morts et la faire revenir à la vie. Il y va échouer. César, lui, plonge dans le royaume des morts en allant enquêter sur la mort de Paz et essaie de la faire revenir à la vie pour le petit garçon qu'ils ont eu ensemble par les mots. Est-ce qu'il échoue? Est-ce qu'il réussit? Je pense que lui réussit. Mais lui, il est effectivement un petit peu, non pas broyé par son époque, mais il est maintenant arrivé à un instant, à un moment de sa vie où il n'a plus qu'une seule peur, c'est de perdre celle qu'il a trouvée, Paz. D'où un constat peut-être assez noir, je ne sais pas, mais critique sur l'époque. C'est pas un ravi de la crèche. C'est pas quelqu'un qui dit cette époque est fantastique, la surcommunication c'est génial, on peut mener 12 vies à la fois, on s'épanouit. Non, c'est quelqu'un qui a un regard beaucoup plus nuancé. Elle aussi, elle d'ailleurs est beaucoup plus critique que lui. Mais c'est vrai que quand je dis que la seule chose qui soit continue dans notre époque c'est l'interruption, c'est vrai que c'est quelque chose que je pense. Il devient très très difficile de commencer une activité et de la terminer sans être interrompu constamment par 3 coups de fil, 12 mails, 4 SMS et on est sommé de répondre. Les gens ne comprennent pas quand vous ne répondez pas. Ensuite, en revanche, est-ce que c'est noir? L'idée par exemple que l'Europe ne serait pas un continent comme on l'entend aujourd'hui, totalement terminé, liquidé, il n'y a plus que les pays émergents, la Chine, l'Inde et l'Europe, tout ça serait en décadence et inexorablement nous serions, nous Européens, des vieux Européens fatigués, et il faudrait presque laisser la place. Ça, il s'inscrit contre ça. De quelqu'un qui pense que grâce au passé européen, grâce à la richesse qu'il trouve lui dans les musées, mais aussi dans les spectacles de la vie qu'il observe en Italie, au Havre, même parce que je parle aussi du Havre, qu'il y a justement un avenir, que c'est une question de cycle et qu'il faut arrêter aussi de penser en mode binaire, on est terminé ou on n'est pas terminé, la communication c'est génial ou c'est atroce. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus nuancé. Simplement, il pense que pour vivre aujourd'hui une vie bonne, comme disaient les anciens, surtout qu'il a envie d'un enfant, il a envie de cet amour qu'il ressent pour Paz, mais il pense qu'on est mieux en Europe. Donc c'est pas un ravi de la crèche de la modernité, mais c'est pas pour autant quelqu'un qui est passéiste du tout. Christophe Onodibio, écrire un roman... Simplement, je reviens à cette question-là, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a des choses qui durent et d'autres qui ne durent pas. D'où l'importance de l'art dans le livre, des musées, de ces statues dans lesquelles lui, il ne voit pas des statues de marbre poussiéreuses, mais des femmes presque vivantes. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, il s'agit de statues de femmes ou d'hermaphrodites. D'hermaphrodites, exactement. Oui. Voilà, très, très sensuel. On est dans la chair, c'est un roman où on est dans la chair, dans le physique, dans la vie quand même. Toutes les plages que photographie passe, d'ailleurs que lui prend pour des plages de vie, il pense qu'elle célèbre la vie, elle dit mais non, au contraire, elle est beaucoup plus noire, elle veut s'éloigner du monde des hommes, s'éloigner de l'humanité, partir ailleurs, aller vers l'animalité du squale, du requin, le minéral, la plage, sous l'eau, quoi, c'est-à-dire vraiment quitter le monde des hommes. Lui finalement a beaucoup plus peut-être, alors je sais pas, les pieds sur terre ou je pense qu'elle est beaucoup plus radicale et beaucoup plus noire que lui. Pardon. Je vous en prie. Écrire un roman est un marathon, écrivez-vous justement dans Plongée, c'est vrai ? Oui, il m'a fallu... alors c'est curieux, parfois c'est un sprint, le Désagrégé, je l'avais écrit en 2 mois, c'était mon premier roman, mais les premiers romans, on les fait dans un état de fougue absolu, donc on se rend pas bien compte, il y a une sorte de déclic comme ça... Comme un coup de foudre. Là, il m'a fallu... écoutez, c'est simple, j'ai commencé en 2008, je l'ai rendu en mars 2013, donc il m'a fallu 5 ans en fait pour l'écrire. Et oui, c'est un marathon, on est tout seul. J'ai aussi, et je tiens aussi à le préciser parce que ça fait vraiment partie de ma personne, je suis aussi journaliste. J'étais enseignant, mais je suis devenu journaliste et c'est pour moi, comme on a 2 hémisphères dans le cerveau, j'ai l'hémisphère journaliste et l'hémisphère romancier. Comme beaucoup de romanciers que j'admire, auxquels évidemment je me compare pas, mais de Maupassant à Tom Wolfe, Norman Mailer,
Kessel, ce sont des gens qui m'ont guidé en fait dans l'écriture, dans ma vie de journaliste. Et donc concilier tout ça est parfois compliqué, mais c'était aussi avec Plongée, je voulais vraiment faire un roman sur l'époque. Et c'est vrai que je fais un métier aussi formidable, qui est le métier de journaliste, qui me permet de rencontrer énormément de gens et d'avoir énormément de bonheur, d'atrocité aussi, quand certains conflits ou certaines expériences ont été plus difficiles. Mais pour moi, un roman est aussi me donne la possibilité de transmettre un certain nombre d'émerveillements, d'enthousiasme, de partager un certain nombre de choses que j'ai pu vivre. Mais c'est vrai que pour écrire Plongée, il a fallu une discipline. J'écrivais de 5h à 7h30 du matin quand la maison dormait, quand justement le téléphone ne sonnait plus, que la ville dormait, que la maison dormait, que la femme dormait, l'enfant dormait, et là j'entrais dans le rythme du roman. Mais c'est vrai que c'est un marathon et que c'est même aussi physique que, je ne sais pas comparer, je suis pas marathonien en vrai, mais c'est physique l'écriture, c'est physique, et quand on est bien dans l'écriture, au bout d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure, il y a une question de respiration aussi qui devient essentielle. C'est fait, oui, une sorte de méditation, de marathon méditatif, plein d'actions aussi. Pour finir cet entretien, j'ai envie de vous demander, Christophe Onodibio, quel serait le livre ou l'auteur que vous conseilleriez à ceux qui nous écoutent et nous regardent? C'est très difficile. Alors en ce moment, écoutez, moi je conseillerais aux lecteurs de relire, parce qu'en fait on est dans une actualité, il y a des inédits d'Henri Miller qui sortent, j'aime beaucoup Henri Miller, mais je leur conseillerais de relire Le Colosse de Maroussi, qui vient de ressortir chez Buchet-Chastel. Et puis je leur conseillerais de lire un livre qui m'a vraiment bouleversé, qui s'appelle La Rançon, d'un auteur australien qui s'appelle David Malouf, et qui raconte un épisode qui existe dans l'Iliade, mais qui n'a pas été raconté par Homère ou la tradition homérique. Et c'est l'histoire... C'est le moment où le vieux roi Priam de Troie veut aller récupérer le corps de son fils Hector, qui se trouve au pied d'Achille. Comme par hasard. Exactement. Et ce vieux roi va implorer son ennemi, l'homme qui a tué son fils, de lui rendre le corps. Et pour ça, va se dépouiller de tous ses attributs royaux, partir avec un charretier jusqu'au camp des Grecs. Et pendant ce trajet, qui n'existe pas, qui n'est pas raconté dans l'Iliade, il va se réconcilier avec lui-même, avec la vie, grâce à ce charretier, homme du peuple tout simple. C'est d'une écriture limpide, très très simple. C'est un roman qui doit faire 200 pages. La Rançon de David Malouf, c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci.